Bonjour Stéphane. Salut Mario. On va se parler de ce projet de bouclier antimissile au-dessus des États-Unis et peut-être du Canada et des États-Unis, mais avant, c'est le nom qui m'intéresse, là, le dôme d'or ou le dôme doré, the Golden Dome. Moi, je pensais qu'il y avait assez de dorure à Mar-a-Lago, mais non, M. Trump, il aime la notion de dorure élargie. Ou au bureau ovale aussi, où les dorures sont maintenant très présentes. Il faut voir que c'est pas lui qui a choisi, c'est le Pentagone qui l'a soumis Ah, le nom, OK. comme on avait proposé de baptiser le nouveau chasseur américain, le F-47. On est passé de F-35 à F-47, un bond de 12, probablement parce que le 40e président, ou 47e, pardon, président des États-Unis est M. Trump. On a compris quelque part au Pentagone que la vanité n'était pas inutile quand on voulait faire avancer les dossiers. Donc, ça sera le Golden Dome, le dôme doré. Ça renvoie à celui d'acier des Israéliens, le dôme d'acier qui protège le territoire israélien en partie depuis déjà assez longtemps, à chaque fois qu'il est attaqué, que ce soit par les voisins au nord, au Liban, pardon, ou encore par le Hamas à Gaza. Le dôme fait son ouvrage et fait en sorte que la plupart, je dis bien la plupart des missiles ne se rendent pas à destination. C'est donc inspiré par les Israéliens que Donald Trump avait promis de créer ce dôme, de Mais, sanctuariser les États-Unis. mais en kilomètres Et c'est carrés à protéger, c'est un petit peu plus circonscrit Israël que, mettons, le Canada et les États-Unis additionnés, là, 400, si on décidait de faire 400 ça. fois plus pour les États-Unis à eux seuls par rapport à Israël. Et la question est intéressante ce matin parce que c'est un projet pharaonique. Lui parle de 174-15 milliards de dollars. Le bureau du Congrès chargé de faire ce genre d'exercice comptable et de projection est plutôt à 500 milliards de dollars dans le meilleur des cas. Ça peut nous rappeler un peu l'ambition de Ronald Reagan au début des années 80, en 83, avec son Mhm. Strategic Defense Initiatives. On parlait de la guerre des étoiles à l'époque. Ça ne s'est jamais concrétisé. C'était une technologie qui était naissante. Cette idée qu'on puisse avoir en orbite autour de la Terre des systèmes qui auraient permis d'intercepter en plein vol des missiles intercontinentaux. Je dis que c'est intéressant parce que le Canada, c'est peut-être le prix qu'a accepté, sans qu'on le sache encore, le Canada pour mettre un peu d'huile dans les rouages de la négociation commerciale avec les États-Unis. On comprend, M. Carney, on en a parlé quelques fois, toi et moi, s'est engagé à augmenter les dépenses de défense du Canada pour, à minima, à côté ce que font aujourd'hui la plupart des pays membres de l'OTAN, c'est-à-dire un objectif de 2 du PIB. Dans ce cas-ci, évidemment, ce n'est pas des dépenses de défense qui seraient associées à notre participation au sein de l'OTAN, quoique c'est plutôt la défense continentale. Et qu'est-ce que dit M. Trump depuis plusieurs semaines? Nous, Américains, payons pour la défense des Canadiens. S'ils ont les moyens d'avoir un filet de sécurité, une assurance santé gratuite, c'est parce qu'on comble la différence, on fait en sorte que les Canadiens n'aient pas vraiment à se soucier de leur défense parce qu'on paye pour eux. Donc, quand il annonce que le Canada, c'est ce qu'il a fait hier, c'était une annonce faite peut-être pas en grande pompe, il y a eu des cérémonies plus fastes, mais quand même aux côtés du secrétaire de la Défense, M. Exet, quand il annonce qu'une partie de l'addition va être payée par les Canadiens. Moi, je n'en ai pas encore entendu vraiment parler dans la bouche de Mark Carney. Est-ce qu'il y a Mais il a quelque chose? confirmé que ça existait, là. Il a confirmé Oui, un oui, tout à intérêt. fait. Il a dit que nous étions au courant, mais et à quelle hauteur? On parle de quel investissement que fera le Canada. Et c'est quand même intéressant de revenir dans le passé, Mario, parce que cette idée de sanctuariser le territoire, c'est pas nouveau. Mais les Américains, comme les Russes, à l'époque de la rivalité, à l'époque c'était l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, à l'époque il y avait une véritable rivalité nucléaire. Les deux pays, au début des années 70, en 72, avaient signé le traité ABM pour Anti-Ballistic Missile Treaty, parce qu'on comprenait que dans la logique de la dissuasion nucléaire, il y a la capacité que tu as à attaquer l'autre et la capacité que peut avoir un des deux pays à se mettre à l'abri d'une attaque et donc d'avoir un avantage. Et on avait signé ce traité en se disant, on va se doter chacun de deux systèmes, mais seulement comprenant une centaine de missiles antimissiles pour protéger, on pouvait le choisir, la capitale ou un site stratégique pour la défense américaine. On s'est retrouvé quelques années plus tard avec deux sites protégés, un en Russie, Moscou, et au Dakota, les silos de missiles intercontinentaux qui étaient protégés par le système ABM. Ça a duré une trentaine d'années et ça fonctionnait parce que la perception de tous, c'était, ben, si on est vulnérable, on ne va pas vouloir s'attaquer.
c'est George Bush, fils, en 2002, qui sort les États-Unis de ce traité antimissile en disant la menace iranienne, coréenne, fait qu'on doit se protéger. Les Russes, à l'époque, étaient absolument contre, d'abord parce que je pense qu'ils ne voulaient pas rentrer dans une nouvelle course aux armements, mais on avait été tous mis en garde contre les risques de prolifération. Et qu'est-ce que fait Vladimir Poutine immédiatement derrière? Il a dit, ben, ça nous prend plus d'armes nucléaires parce que les Américains, à terme, vont peut-être se créer un bouclier. Ce n'est pas encore arrivé, mais c'était la logique pour développer plus de missiles intercontinentaux. Et on vit dans un monde plus dangereux. Et qui le dit systématiquement depuis plusieurs mois? C'est Donald Trump. Il n'y a pas de tabou. Il dit l'humanité n'a jamais été si près de la guerre nucléaire. Il faut faire attention. Un dérapage est si vite arrivé. Et la réponse, c'est le fameux bouclier doré. Alors que le modèle, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte dans les dernières semaines, mais le modèle israélien, qui était presque parfait, commence à montrer de sérieux ratés, particulièrement même face aux les Houthis ont réussi à rendre un missile près de l'aéroport. Et peut-être plus qu'un, mais en tout cas certainement un qui a frappé l'aéroport Ben Gurion, à telle enseigne qu'il y a des compagnies aériennes aujourd'hui qui ont choisi de ne plus avoir de liaison tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas davantage certain si oui ou non l'aéroport est exposé. Et là, les Houthis ont menacé d'attaquer le port de Haïfa en disant attention à tous ceux qui livrent la marchandise, on va mettre ça sur la liste en raison du conflit entre Israël et Gaza. Ce sont des missiles supersoniques qui n'avaient jamais été déployés par les Houthis. On pense que c'est des pieds nickelés qui se bricolent des petits trucs dans le sous-sol. Ben, s'ils le font, ils le font bien parce que là, le fameux dôme n'a pas été capable d'intercepter. Ils en ont intercepté, mais pas tous. Ça n'en prend pas 10 missiles pour faire des dommages. S'il fallait que ça tombe sur la tour de contrôle à l'aéroport, tu imagines, il y a un aéroport international essentiel en Israël. Donc, quand le président américain annonce qu'il va pouvoir protéger et à quel coût le territoire américain, on est très loin du compte. Ouais, mais pour le Canada, c'est vraiment, je le mentionnais plus tôt, moi je regarde ça, puis je comprends très bien que ces semaines-ci, puis ces mois-ci, M. Carney ne veuille pas se mettre à dos Donald Trump et dise à ses projets, ouais, on va regarder ça, puis à la limite, même s'il faut mettre un petit peu d'argent pour des études à court terme, mais avant d'embarquer pour vrai, là, dans la vraie dépense, la vraie réalisation de ça, il y a une analyse coût-bénéfice. Est-ce que la menace de missiles est suffisante? Parce que, tu sais, mettons qu'on a, je sais pas moi, mettons qu'on a 40 milliards à mettre dans notre armée entre protéger le Nord. C'est-tu vraiment ça la priorité numéro 1 pour le Canada? Peut-être que c'est une menace, mais peut-être que j'ai pas la bonne évaluation. En tout cas, à première vue, je me dis, il y a une analyse sérieuse coût-bénéfice à opérer, là. Et il y a une première responsabilité du Canada face à ses nombreux alliés au sein de l'OTAN, c'est d'avoir une armée fonctionnelle, opérationnelle et déployable. On a une poignée de soldats qui sont dans les pays baltes, en Lettonie en fait, c'est une poignée, c'est quelques milliers, mais c'est à peu près le total de ce qu'on est capable de déployer à l'étranger. C'est une honte compte tenu de nos engagements répétés au sein de l'OTAN. Donc, avant de savoir si on peut rendre imperméable le territoire nord-américain, puis là, si tu ajoutes le Canada aux États-Unis, je pense pas que c'est un chantier de 500 milliards, c'est beaucoup plus que ça. Ouais, parce qu'il y a des intérêts. En superficie, le Canada, c'est une fois et demie les États-Unis, genre, avec là, la quantité d'équipement que ça te prend. On comprend que pour M. Trump, c'est d'abord protéger le territoire américain, peut-être avec l'aide des Canadiens, donc renverser la vapeur, dire donnez-nous un coup de main, mais on est très loin de la coupe aux lèvres et surtout d'une technologie capable de garantir cette imperméabilité. Ouais. Bon, quelle est la pression réelle que peuvent exercer la France, l'Angleterre, le Canada, avec d'autres là, sur Israël pour ce qui est de mettre fin au blocus à Gaza? D'abord, il faut rappeler peut-être que depuis le 2 mars, il n'y avait pas de convoi humanitaire qui rentrait à Gaza, population affamée. C'est une forme sournoise de guerre que livre Israël. Évidemment, au Hamas, on peut dire, et il y a peu ou pas de sympathie pour le Hamas, mais pas par extension, très directement aussi la population gazaoui qui devient la cible et qui est au bord de la famine. C'est une catastrophe, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Il y a eu suffisamment de pression pour qu'au compte-gouttes, quelques camions puissent passer, mais c'est comme si on avait soulager la population parce que 100 ou 150 camions ont passé cette fin de semaine. Évidemment, c'est absurde. Quand l'opposition en Israël dit on se comporte comme je parle de l'opposition politique
officiel. On se comporte comme un État voyou. On commence à avoir des comportements qui ressemblent à ceux de l'Afrique du Sud en d'autres temps, à l'époque du régime d'apartheid. C'est très sérieux. Et quelle est la seule réponse du premier ministre Netanyahou? C'est que son adversaire politique a des commentaires antisémites. Est-ce que ça suffira à faire taire justement l'opposition? La réponse est non. Ils ont dit qu'ils étaient rendus à un point où il fallait que les choses soient nommées, dénoncées. Est-ce que c'est suffisant? J'en sais rien. La question que tu posais est intéressante parce que le Canada, qui est historiquement un des alliés les plus fidèles d'Israël avec les États-Unis, aux côtés de l'Angleterre et de la France, hier a dit assez, c'est assez, il faut que vous commenciez à rouvrir les vannes pour que les convois humanitaires puissent se rendre. Il faut qu'on trouve une solution au conflit à Gaza. Alors évidemment, on n'est pas en position de donner des leçons de guerre aux Israéliens, mais sur des enjeux qui sont de bon sens humanitaire, il est important, à tout le moins, qu'on le dise. Et là, c'est un changement radical, hein, parce qu'on a été, par le silence, d'une certaine façon, complices. Et là, les Israéliens disent, vous devenez les alliés objectifs du Hamas. C'est ce qu'on a répondu aux 3 pays. C'est ce que dit Pierre Poilievre aussi. Je pense que le Canada a été remercié par le Hamas pour son intervention. Pierre Poilievre, c'est la ligne qu'il a prise. Si tu es remercié par le Hamas, ça veut dire que tu es devenu l'allié des terroristes. La question, c'est est-ce qu'on peut s'opposer à l'horreur évidente du Hamas et tenter de trouver une solution pour des populations dont on parle finalement assez peu? C'est tout à fait possible. Et la question, c'est est-ce que ça va changer quelque chose? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que M. Netanyahou et son gouvernement, qui savent faire le dos rond, ont été hier terriblement impressionnés par cette prise de position des pays européens, même quand on menace, par exemple, comme le font les Anglais, de suspendre les négociations commerciales sur un traité entre les 2 pays, et que l'Union européenne au complet parle aussi de suspendre certaines relations avec Israël. Pour l'instant, je pense que ça ne fera absolument rien, et on le verra au cours des prochains jours, mais je serai très surpris. Stéphane, merci beaucoup. À demain.